Bonjour. Aujourd'hui, dans le cadre des entretiens de la filière F2R, nous allons parler du syndrome des antiphospholipides. Syndrome des antiphospholipides, de la pathogénie à la prise en charge thérapeutique. Vous le verrez, pour cet exposé, j'ai volontairement restreint le champ au syndrome des antiphospholipides thrombotiques, c'est-à-dire que nous ne parlerons pas aujourd'hui des aspects obstétricaux qui ont déjà fait l'objet d'une précédente conférence de la filière par le professeur Costedo H. Chalumeau. Nous ne parlerons pas non plus du syndrome catastrophique des antiphospholipides, pour lequel une conférence spécifique sera organisée ultérieurement. Alors, qu'en est-il aujourd'hui du syndrome des antiphospholipides ? Le syndrome des antiphospholipides est une entité qui paraît relativement bien cadrée, puisque les critères de classification qui ont été établis à Sydney et basés sur les critères de Sapporo, publiés en 2006, sont utilisés depuis maintenant une dizaine d'années et font l'objet d'un apparent consensus. Et pourtant, ces critères ne sont pas parfaits pour un certain nombre de raisons. Et une des raisons, c'est que ces critères, et en particulier sur les manifestations cliniques, mais également les critères de laboratoire, sont hétérogènes et non hiérarchisés. Donc, pour donner un exemple simple, et on y reviendra tout à l'heure, le lupus anticoagulant, qui par exemple est le plus fort marqueur de risque, est un critère de syndrome des antiphospholipides, au même titre que les anticorps anticardiolipides, qui eux sont probablement indicateurs d'un risque plus faible lorsqu'ils sont isolés. De la même façon, il y a un certain nombre de manifestations cliniques qui sont hétérogènes et un certain nombre de manifestations cliniques qui ne font pas partie des critères et dont on parlera tout à l'heure, au moins de certaines. Et il y a une demande pour que les manifestations du syndrome des antiphospholipides qui actuellement ne font pas partie des critères puissent en faire partie, du moins si le niveau de preuve pour les classer comme tels est suffisant. Alors aujourd'hui, ces critères de classification, ils permettent de classer les patients, mais pas de stratifier leur risque, et en particulier leur risque thrombotique. Il y a donc de nouveaux développements qui sont en cours sur de nouveaux marqueurs pronostiques et également sur de nouvelles approches thérapeutiques, et ce sera l'objet de la conférence d'aujourd'hui. Donc, revenons sur nos critères. Donc ici, les critères qui sont signés par Miyakis en premier auteur et publiés en 2006 dans le Journal of Thrombosis and Hemostasis sur les critères de classification d'un syndrome des antiphospholipides défini. Donc ces critères de classification, trop souvent encore, sont pris pour des critères de diagnostic, ce qui ne sont pas exactement. Ce sont des critères qui permettent de classer les patients, et en particulier pour les études épidémiologiques, on peut s'appuyer dessus pour le diagnostic. Ce ne sont pas des critères validés comme tels pour le diagnostic. Alors, le détail de ces critères, c'est que toute thrombose vasculaire représente des critères cardinaux sur le plan clinique, que ce soit une thrombose artérielle ou une thrombose veineuse, ou bien une thrombose microvasculaire. Toutes ces thromboses permettent de répondre aux critères cliniques de thrombose vasculaire et de classer un patient qui aura une biologie positive comme syndrome des antiphospholipides. Une petite exception cependant dans les critères actuels, c'est que les thromboses veineuses superficielles sont nommément exclues de la classification, ce qui est un point qui probablement devra être débattu ultérieurement. Les manifestations obstétricales, je ne les détaillerai pas aujourd'hui puisqu'elles ont fait l'objet d'une conférence spécifique, mais c'est également des critères cliniques qui sont importants. Et souvent, il est possible de séparer les patients en syndrome des antiphospholipides purement thrombotique ou purement obstétrical, même si le syndrome des antiphospholipides peut inclure les deux, le fameux full-blown APS, le syndrome antiphospholipides qui donne toutes les manifestations, est évidemment possible. C'est une occurrence qui est cependant plus rare. On a plus souvent des thromboses vasculaires sur un territoire et plus rarement l'ensemble des territoires concernés où la maladie totalement exprimée avec des thromboses vasculaires et des manifestations obstétricales. Alors pour ce qui concerne la biologie, on le voit ici, le lupus anticoagulant est un des critères biologiques cardinaux de la classification. Donc un patient qui a soit le lupus anticoagulant, soit des anticorps anticardiolipides, soit des anticorps anti-bêta-2 glycoprotéine 1, est un patient qui a un syndrome des antiphospholipides.
Alors bien entendu, si les 3 anticorps sont présents, sont positifs, on parle de triple positivité, on y reviendra tout à l'heure, et là on a une certitude diagnostique bien plus élevée, ou une certitude de présence, disons au moins, d'un syndrome des antiphospholipides qui est bien plus élevée que si un seul test est positif. Alors il y a un point qui est très important, qui a été introduit à Sapporo, qui est que ces anticorps antiphospholipides doivent persister au fil du temps. La persistance des anomalies biologiques est un des critères importants pour définir le syndrome, car en effet, si on a des antiphospholipides qui sont transitoires et qui disparaissent à 6 semaines ou à 12 semaines, on ne peut pas retenir, on ne peut pas classer les patients comme syndrome des antiphospholipides. Donc les critères actuels, ceux révisés à Sydney, demandent qu'il y ait 2 déterminations des tests écartées de 12 semaines d'intervalle. Alors, il y a un point qui est important et qui mérite d'être souligné, qui méritera d'être révisé dans les prochains critères certainement, c'est que les critères ne parlent pas de ce qui se passe au-delà de 12 semaines et en particulier de la persistance des anticorps sur le long terme. C'est pourtant un point important parce que certains patients voient des anticorps disparaître au-delà de 12 semaines, même si c'est une minorité de patients, il faut tout de même y prêter attention et il y a des implications cliniques au fait que les antiphospholipides disparaissent après 12 semaines, ce qui n'est pas le cas lorsqu'ils sont confirmés habituellement, je le répète. Alors quelques éléments de pathogénie pour comprendre à la fois la survenue de la maladie, mais également pour comprendre l'impact thérapeutique ou les cibles thérapeutiques que l'on peut chercher aujourd'hui, et en particulier sur le plan de la coagulation, sur le plan des traitements anticoagulants. Alors il est clair aujourd'hui, et c'est assez consensuel, qu'une protéine plasmatique, le haut poids moléculaire, qui s'appelle la bêta-2 glycoprotéine 1, représentée ici, est une cible très importante des anticorps antiphospholipides pathogènes. Et cette bêta-2 glycoprotéine 1 est une protéine qui circule dans le plasma chez tout le monde. Et cette protéine est une protéine scavenger, c'est-à-dire que c'est une protéine qui permet d'éliminer des débris, en particulier au cours de maladies infectieuses. Et cette protéine circule habituellement dans le sang sous forme circulaire, c'est la forme qui est représentée ici. Et le domaine 1 de la bêta-2 glycoprotéine 1 comporte un épitope qui est un épitope cryptique, qui est caché dans la forme circulaire, qui ne peut pas être reconnu par des anticorps potentiellement pathogènes quand la protéine est sous forme circulaire, mais cet épitope cryptique peut être reconnu, donc ici par le monoclonal P1-117, lorsque la protéine bêta-2 glycoprotéine 1 prend sa forme en hameçon. Ceci se produit sous l'effet de certains stimuli et en particulier du stress oxydant, et à ce moment-là, la protéine se déploie, elle change de conformation. Le domaine 5 est le domaine de fixation aux phospholipides membranaires, va se fixer sur les membranes, et l'épitope cryptique qui est révélé ici, G40R43, va pouvoir fixer les anticorps, alors ici un monoclonal anti-domaine 1, mais les anticorps antiphospholipides pathogènes qui vont se fixer à ce niveau-là. Et lorsqu'ils sont fixés sur le domaine 1, ils vont permettre une dimérisation de la protéine, de la bêta-2 glycoprotéine 1, et c'est ce complexe moléculaire de l'anticorps antiphospholipide fixé sur 2 protéines bêta-2 GP1 qui va activer les membranes cellulaires par différents récepteurs. Donc ici, une activation à la surface d'une plaquette, mais on sait que les anticorps antiphospholipides fixés sur la bêta-2 GP1, donc avec les dimères de bêta-2 GP1, peuvent également activer les cellules endothéliales. Donc plaquettes et cellules endothéliales sont les 2 types cellulaires les plus fréquemment en cause lorsque les anticorps antiphospholipides provoquent une activation cellulaire. Ici, nous avons donc l'activation par la bêta-2 glycoprotéine 1, par les dimères de bêta-2 glycoprotéine 1 d'une cellule endothéliale, par certaines voies d'activation, et en particulier la voie NF-kappa B.
On sait que dans les cellules endothéliales, leur activation par les anticorps antiphospholipides et les complexes moléculaires avec la bêta-2 glycoprotéina peut occasionner la formation de microparticules qui sont elles-mêmes thrombogènes. Et l'activation des cellules endothéliales va également aboutir à l'expression à leur surface de facteurs tissulaires. Et ce facteur tissulaire va favoriser la survenue de la coagulation et donner le profil de coagulation qui est caractéristique des anticorps antiphospholipides. C'est celui qui apparaît sur le panneau en bas à droite. Ce profil est donc caractéristique du syndrome des antiphospholipides et ce profil révèle une résistance à la protéine C activée. Et je vais montrer dans les prochaines diapositives comment on peut montrer ce phénomène in vitro, ce phénomène qui explique la pathogenèse du syndrome des antiphospholipides. Alors, cette résistance à la protéine C activée, elle est importante parce que la protéine C activée dans la coagulation est un frein de la coagulation qui va avoir un effet inhibiteur sur le facteur 5 activé, comme du reste sur le facteur 8 activé. Et lorsqu'il inhibe le facteur 5 activé, eh bien, le complexe prothrombinase représenté ici va fonctionner moins bien, donc ça c'est l'effet normal inhibiteur, et lorsqu'il y a une résistance à la protéine C activée, eh bien ce complexe n'est pas inhibé et la coagulation va être entraînée dans un sens prothrombotique avec la génération de plus de thrombine, c'est-à-dire l'enzyme clé de la coagulation qui va favoriser la formation du réseau de fibrine. Donc, importance de cette résistance à la protéine C activée, parce qu'elle aboutit chez les patients à plus de génération de thrombine, et il est donc important de voir que les cibles des nouveaux anticoagulants oraux dont on dispose aujourd'hui sont pertinentes, aussi bien la thrombine représentée ici que le facteur 10 activé représenté ici dans le complexe prothrombinase. Alors sur cette diapositive sont représentés un témoin et un patient qui a un syndrome des antiphospholipides. Pour vous montrer l'effet de la protéine C activée à la fois sur le plasma d'un témoin et sur le plasma d'un patient qui a un syndrome des antiphospholipides et un lupus anticoagulant. Lorsqu'on ajoute de la protéine C activée dans le plasma d'un sujet sain, sa courbe de génération de thrombine, son thrombogramme, va être abaissé, il va être retardé et diminué, et puis si la quantité de protéine C activée qu'on ajoute au milieu est importante, le patient ne va plus du tout générer de thrombine, il va être complètement anticoagulé. Au contraire, si vous avez un patient qui a un syndrome des antiphospholipides, donc qui génère ici de façon basale de la thrombine, de façon retardée à cause de l'effet lupus anticoagulant, lorsque vous ajoutez des concentrations croissantes de protéines C activées, ce qu'on va observer, c'est qu'on peut retarder le lag time, le temps de latence, mais par contre, on arrive difficilement, ou pas du tout dans certains cas, à inhiber le pic de génération de thrombine. Le potentiel thrombinique reste inchangé, et donc cette génération de thrombine est résistante à l'action de la protéine C activée, ce qui entraîne le phénotype du patient vers un phénotype prothrombotique. Alors, il y a d'autres voies d'activation que celles que je vous ai montrées tout à l'heure sur la cellule endothéliale, et une de celles qui ont été le plus remarquées est la voie d'activation mTORC, qui a été rapportée par Guillaume Cano, une voie qui favorise la prolifération des cellules endothéliales chez les patients qui ont un syndrome des antiphospholipides et un syndrome des antiphospholipides associé au lupus, mais cette voie est peu importante dans le lupus lorsqu'il n'y a pas de syndrome des antiphospholipides. Et le point qui est important et qui n'est pas représenté sur cette plaque et qui a été démontré par Guillaume Cano, c'est que certaines thérapeutiques, en particulier le sirolimus, peuvent réduire cette voie de signalisation et diminuer la prolifération des cellules endothéliales, ce qui bien sûr ouvre une voie, une potentielle thérapeutique dans le cadre du syndrome des antiphospholipides, même si nous sommes très en amont aujourd'hui des phases cliniques. Disons d'utilisation clinique, bien entendu, la recherche clinique se poursuit dans ce domaine.
Alors pour ce qui est des manifestations cliniques de syndrome des antiphospholipides, la maladie thrombotique la plus fréquente, c'est la maladie thromboembolique veineuse, donc représentée ici par une embolie pulmonaire. Les thromboses veineuses sont plus fréquentes que les thromboses artérielles, et souvent elles sont révélatrices et isolées. Et donc on va être amené à pratiquer la recherche d'anticorps antiphospholipides devant de nombreuses thromboses veineuses, et le risque de faux positifs des tests, compte tenu de la fréquence de la pathologie, n'est pas négligeable. Pour ce qui concerne les thromboses artérielles, la thrombose artérielle la plus fréquente, c'est l'accident vasculaire cérébral ischémique. Donc cet accident vasculaire cérébral ischémique peut être inaugural, ou bien il peut être récidivant, comme c'est le cas chez cette patiente représentée ici, où vous avez une occlusion d'un segment de l'artère sylvienne, qui est en réalité une récidive chez cette patiente qui a déjà eu des thromboses antérieurement. Alors les thromboses dans le syndrome des antiphospholipides sont souvent des thromboses qui sont relativement triviales. Elles ont des facteurs déclenchants habituels, mais dans un certain nombre de cas, elles peuvent être idiopathiques. Alors dans le papier historique de Kamashita de 1995, qui est un des premiers papiers qui avait relevé les facteurs de risque chez les patients, on voit ici que 76%, c'est-à-dire 3/4 des patients, avaient des facteurs de risque au moment de leur première thrombose, mais ça veut également dire qu'un quart des patients, donc 25% des patients, ont une thrombose idiopathique. Donc c'est quelque chose qui est particulier au syndrome des antiphospholipides, d'avoir une fréquence de thrombose idiopathique qui est loin d'être négligeable. Ceci dit, on ne peut pas dire qu'une thrombose avec facteurs favorisants doive pour autant faire exclure un syndrome des antiphospholipides. Alors, les thromboses du syndrome des antiphospholipides, elles sont récidivantes. Ça, c'est un point qui avait été établi par Kamashita en 1995. Lorsque le traitement anticoagulant n'est pas optimal ou qu'il est arrêté, le risque de récidive thrombotique chez les patients, ou du moins chez un sous-groupe de patients, est extrêmement important. Il y a deux points supplémentaires qui méritent d'être soulignés dans le syndrome des antiphospholipides. C'est que plus que dans les autres thrombophilies, ou plus qu'avec les autres facteurs biologiques qui prédisposent avec la thrombose, on voit que le fait d'avoir des anticorps antiphospholipides augmente le risque de récidive thrombotique sous traitement par rapport, par exemple, au facteur 5 Leden ou aux mutations prothrombotiques du gène de la prothrombine. Donc cette notion d'échec de traitement sous traitement anticoagulant est un point également important à prendre en compte dans le syndrome des antiphospholipides. Et enfin, dernier point, mais ça fait partie des critères de classification, c'est que les patients peuvent avoir des thromboses microvasculaires, des microvaisseaux, et ici vous avez l'exemple d'un infarctus à coronaire saine chez une patiente dont la coronographie est normale, entre guillemets, c'est-à-dire que les gros vaisseaux et les moyens vaisseaux explorés par la coronographie ne montrent pas de thrombose, alors que la scintigraphie myocardique montre une ischémie déjà étendue. Alors pour ce qui est des anticorps antiphospholipides et du syndrome des antiphospholipides, bien sûr les anticorps antiphospholipides sont d'importants facteurs de risque de thrombose chez les patients qui en sont porteurs, qu'ils soient lupiques ou non lupiques. Pendant longtemps, on a sous-estimé le poids des facteurs de risque environnementaux et leur interaction avec les anticorps antiphospholipides, en pensant que la thrombose était surtout liée aux anticorps antiphospholipides, plus qu'à d'autres facteurs de risque qui pouvaient intervenir. Et une démonstration très spectaculaire de l'importance des facteurs de risque qu'on va appeler traditionnels a été apportée par le groupe de Philippe de Groot sous la plume de Rolf Urbanus, premier auteur, dans Lancet Neurology en 2009, en montrant que chez des femmes de moins de 50 ans qui avaient un premier épisode d'accident vasculaire cérébral ischémique ou d'infarctus du myocarde par rapport à des témoins, les facteurs de risque traditionnels avaient un poids important dans la survenue de la thrombose. Parce que si le poids du lupus anticoagulant, le risque relatif estimé par l'odds ratio du lupus anticoagulant pour un premier infarctus du myocarde est un facteur multiplicatif de 5, donc 5 fois plus de risque d'avoir un infarctus du myocarde pour une femme de moins de 50 ans si elle a le lupus anticoagulant par rapport à l'absence de lupus anticoagulant, eh bien vous voyez ici que si une contraception orale
est associé au lupus anticoagulant, eh bien, il y a un effet multiplicatif puisque ce risque relatif passe à 21. Et si la patiente fume, là encore, effet multiplicatif, le risque relatif d'avoir un infarctus du myocarde est multiplié par 33. Donc ici, les intervalles de confiance ne sont pas représentés par mesure de commodité et par clarté. Ceci dit, ils sont assez larges et donc les chiffres ne sont pas à prendre nécessairement comme des chiffres exacts, mais comme des estimations. Et c'est encore plus vrai pour le risque d'accident vasculaire cérébral ischémique, où ici les chiffres paraissent très importants et probablement ils sont un peu moins importants. En tout cas, la fourchette est assez large pour supposer que le risque pourrait être éventuellement un tout petit peu moins important. Mais le résultat est le même. C'est le lupus anticoagulant entraîne un risque d'AVC ischémique important qui est modulé par le tabac ou la contraception ostro-progestative chez les femmes de moins de 50 ans. Donc si on se résume sur nos populations occidentales, et en tout cas sur cette population néerlandaise, les anticorps antiphospholipides, et en particulier le lupus anticoagulant, ont bel et bien un rôle majeur dans la survenue d'accidents thrombotiques artériels du sujet jeune, mais ce risque thrombotique est largement modulé par des facteurs d'environnement comme le tabac ou la pilule œstroprogestative. Et ce qui est important pour ces deux facteurs, c'est que c'est bien entendu des facteurs qui sont accessibles pour la pilule à un arrêt du traitement et pour le tabac à un sevrage tabagique. Donc ça, c'est un point qui est important à prendre en compte dans la prise en charge des patients lorsqu'ils ont présenté des thromboses et en particulier des thromboses artérielles. Alors des données nouvelles, vraiment très récentes, publiées il y a quelques semaines seulement, se sont intéressés pour la toute première fois à la signification d'anticorps antiphospholipides, non pas dans les pays occidentaux, mais en Tanzanie rurale. Et là encore, le groupe de Philippe de Groot a été associé à ce travail, qui a essayé de voir quel pouvait être l'impact des anticorps antiphospholipides sur le risque d'AVC ischémique dans les zones urbaines et rurales de la Tanzanie. Donc c'est un type d'étude qui est tout à fait original et il n'y avait aucune donnée antérieure là-dessus. Ce qui est très intéressant, c'est qu'on voit que le lupus anticoagulant est très fortement associé dans cette population à un risque d'AVC ischémique. Donc, là encore, le chiffre n'est peut-être pas à prendre au pied de la lettre. On voit une augmentation de risque de 20 fois, mais en réalité elle est comprise entre 7 et 60. Toujours est-il qu'elle est significative et importante. Donc le lupus anticoagulant, plus que les autres anticorps antiphospholipides, est un facteur causal d'AVC ischémique en Tanzanie, donc dans un pays émergent, comme c'est un facteur de risque dans les pays occidentaux. Il y a une différence de poids cependant, c'est que si on regarde sur le poids des facteurs de risque associés, dans cette étude donc, réalisée en Afrique, d'autres facteurs de risque comme le tabac ne modulent pas ce risque d'AVC associé au lupus anticoagulant. Donc là, c'est une différence essentielle par rapport aux résultats que je vous ai montrés sur la population néerlandaise, dont l'explication aujourd'hui n'est pas connue, mais on peut faire évidemment des hypothèses sur le terrain génétique qui pourraient moduler le facteur de risque des facteurs, le poids des facteurs associés, ou bien des facteurs nutritionnels ou d'autres facteurs de confusion pourraient changer cet effet. Toujours est-il qu'on a des résultats qui sont d'un côté comparables pour le poids des antiphospholipides. Donc dans les pays émergents, les antiphospholipides sont non seulement fréquents dans certaines pathologies, mais sont des facteurs de risque qui sont importants par leur risque relatif. Par contre, la modulation par les facteurs de risque traditionnels ne semble pas être la même que dans les pays occidentaux. Et ça, c'est une piste de réflexion, mais également de recherche pour le futur. Il y a un certain nombre de manifestations qui ne font pas aujourd'hui partie des critères de classification et la question se pose de savoir s'il faut les intégrer. Alors, il y en a un qui est tout particulièrement, qui interpelle tout particulièrement, qui est la thrombopénie. Autrefois, elle faisait partie des critères de classification du syndrome des antiphospholipides. Aujourd'hui, elle n'en fait plus partie pour différentes raisons. Et la question est de savoir si de nouveaux critères de classification dans le futur doivent à nouveau intégrer la thrombopénie comme critère de classification de syndrome des antiphospholipides, et la question se posera à ce moment-là de savoir à quel niveau il faudra mettre ce critère. Alors, un deuxième critère
qui ne fait pas partie des critères de classification et qui est pourtant traditionnel, c'est le livedo. Donc c'est un critère qui est peut-être peu spécifique du syndrome des antiphospholipides. C'est peut-être pour ça qu'il n'est pas actuellement des critères de classification, même si son intégration est discutée. Et puis il y a un critère supplémentaire dont nous parlerons tout à l'heure, qui est la valvulopathie associée aux antiphospholipides. La valvulopathie associée aux antiphospholipides, pour lequel un certain nombre de données récentes permettent d'envisager une intégration à court terme dans les critères de classification lors de leur nouvelle formulation. Alors juste un mot pour terminer sur les facteurs de risque et la biologie antiphospholipide. C'est le point que j'ai évoqué tout à l'heure en parlant des critères biologiques de la triple positivité. La triple positivité, donc, elle se définit par la présence simultanée du lupus anticoagulant, d'anticorps anticardiolipides et d'anti-bêta-2 GP1. Et ce sous-groupe, lorsque ces anticorps persistent au fil du temps, définit un sous-groupe de patients à haut risque. C'est ce qui a bien été démontré par Vittorio Pengo dans différentes études résumées ici. Et dans ces études, il suggère que les autres patients ont un plus faible risque thrombotique. Alors pour autant, le débat n'est sans doute pas clos. Il est tout à fait vraisemblable que la triple positivité permet d'éliminer des faux positifs qu'on a assez souvent lorsqu'on a une positivité d'un seul test, et surtout que cette positivité est proche du seuil de positivité. Alors, une des hypothèses, c'est que cette triple positivité antiphospholipide identifie bien les anticorps anti-domaine 1. Donc là-dessus, on peut être un tout petit peu moins optimiste parce que les comparaisons entre anticorps antidomaine 1 cherchés par ELISA et la présence d'une triple positivité antiphospholipide ne confirment pas toujours cette hypothèse. Donc on trouve bel et bien des anticorps anti-bêta-2 GP1 puisque les patients sont triple positifs, mais ces anticorps anti-bêta-2 GP1, lorsqu'on ne se sert que de la triple positivité et pas d'un dosage spécifique d'antidomaine 1, peuvent reconnaître d'autres domaines que le domaine 1, et donc leur signification pathogénique peut être moins importante. Et puis, à l'autre extrême, la question est de savoir si la triple positivité dans le domaine du syndrome des antiphospholipides identifie tous les patients à risque ou seulement certains patients à risque. Donc la triple positivité est certainement quelque chose qui est intéressant et surtout dans la pratique courante, puisqu'on utilise les critères biologiques qui font déjà partie de la classification du syndrome. Par contre, on peut améliorer la prédiction du risque et améliorer la caractérisation des patients, la stratification du risque, certainement avec de nouveaux tests. Alors j'ai évoqué tout à l'heure le point des manifestations non critères et en particulier celui de la valvulopathie associée aux anticorps antiphospholipides. Donc ici, les diapositives que je montre sont celles de Marie-Carmen Amigo qu'elle a présentées lors de la Task Force antiphospholipides à Rio, lors du précédent congrès antiphospholipides. Et cette valvulopathie associée aux anticorps antiphospholipides, elle est relativement bien définie depuis les critères de Sidney, où bien que la valvulopathie n'ait pas été inclus comme critère, un certain nombre de points très précis sur la recherche et sur la définition de cette valvulopathie ont été proposés et sont pour l'instant consensuels. Et lorsqu'on fait l'analyse de la littérature, en particulier sur ce qu'on appelle l'endocardite de Lehmann-Sachs, mais également sur les autres aspects de la valvulopathie antiphospholipide, ce qu'on constate, c'est que le fait d'avoir des anticorps antiphospholipides chez les patients lupiques multiplie par 3, donc on a ici le résultat d'une méta-analyse avec un graphique de Forest, donc ici la barre d'équivalence, ici la réduction de risque, et sur la droite de la barre d'équivalence, l'augmentation du risque, et on voit bien que le fait d'avoir des antiphospholipides multiplie par 3 le risque de valvulopathie associé aux antiphospholipides, et lorsqu'il s'agit d'un lupus anticoagulant, ce risque est multiplié par 5, et on voit que c'est une association du même type que l'association à la thrombose. Donc réellement, le poids des antiphospholipides dans cette manifestation est le même, et ça en fait un critère qui est certainement un bon candidat pour être associé aux critères de classification du syndrome des antiphospholipides. Alors pour terminer sur ces critères de classification, je dirais simplement qu'une révision de ces critères est en cours et qu'un nombre important d'experts
a été contacté dans le monde pour la première phase de révision de ces critères, qui est la sélection des items, et la deuxième phase, après cette sélection d'items, est en cours actuellement, et ce travail est mené par Doru Kerkan à New York, appuyé sur un groupe d'experts internationaux. Alors après ces différents éléments cliniques et pathogéniques, nous allons passer aux aspects thérapeutiques en insistant sur les nouveautés. Donc je vais passer plus rapidement sur ce qui est établi ou sur les questions qui sont bien connues, qui sont en cours d'investigation, même si elles ne sont pas tranchées aujourd'hui, pour parler un petit peu plus longtemps des points qui sont un peu plus brûlants, et en particulier ceux qui concernent les nouveaux anticoagulants directs. Alors tout d'abord, avant de parler d'anticoagulants directs, nous allons parler de la prophylaxie primaire des thromboses. En fait, la survenue des thromboses chez les patients qui ont des anticorps antiphospholipides survient avec une fréquence qui est largement supérieure à celle de la population normale. Alors, très longtemps, elle a été inconnue, parce que dans les séries publiées, la survenue d'un nouvel événement chez un patient qui n'a pas encore de thrombose, mais qui a des anticorps antiphospholipides connus, qu'ils soient lupiques ou non, variait dans la littérature d'un facteur compris entre 1 et 5% selon les séries, mais en général, ce sont des petites séries. Et puis, en fait, l'analyse de la cohorte APS Action, qui a inclus de façon internationale 500 patients qui ont pu avoir leur premier suivi à 1 an, montre que le chiffre de survenue de nouvelles thromboses, donc l'incidence, est plus proche de 1% de nouveaux événements par an pour l'ensemble de la cohorte. Ce n'est pas pour les patients triple positifs, c'est pour l'ensemble des cohortes. Donc bien entendu, cette cohorte mélange des patients qui ont des risques qui sont un peu différents, et donc on peut penser que le risque de patients triple positifs est plus important qu'1% par an. Donc chez certains patients, probablement, il y a un intérêt à une prophylaxie primaire des thromboses, que ces patients soient lupiques avec d'autres facteurs de risque de thrombose, ou que ce soit les patients avec des anticorps antiphospholipides sans maladie associée. La première prophylaxie primaire antithrombotique qui a été proposée, c'est l'aspirine, sur des arguments de bibliographie, mais également sur des arguments d'analyse décisionnelle montrés ici, mais sur lesquels je n'insiste pas. Par contre, le premier essai thérapeutique qui avait essayé de valider l'intérêt de l'aspirine pour la prévention primaire du premier événement au cours du syndrome des antiphospholipides n'a pas pu confirmer cette hypothèse. L'étude APLASA est restée négative. Ici est représentée la méta-analyse de Laurent Arnaud qui résume l'ensemble des études de cohorte et ou essais thérapeutiques réalisés dans le domaine et qui compare les patients qui ont une prévention primaire des thromboses par aspirine ou l'absence de prévention primaire. Et cette méta-analyse va tout de même dans le sens d'une réduction de risque du premier événement thrombotique chez les patients sous aspirine. Donc il est certain que si les patients ont d'autres facteurs de risque conventionnels de thrombose, on va certainement plus facilement leur proposer de l'aspirine, de même s'ils ont un lupus systémique. Pour un certain nombre de patients, les données actuelles sont tout de même relativement précaires pour proposer une attitude complètement systématique. Alors, deuxième type de prophylaxie primaire des thromboses, c'est l'hydroxychloroquine. Et l'hydroxychloroquine a été étudiée de façon assez extensive au cours du lupus systémique. Et dans le lupus systémique, les données, en particulier de la lupus Hopkins cohorte, sont en faveur d'une réduction de risque de thrombose des patients lupiques lorsqu'ils sont traités par hydroxychloroquine, et en particulier lorsque ce sont des patients qui ont des anticorps antiphospholipides. Alors qu'est-ce qu'il en est de l'ensemble des patients qui ont des anticorps antiphospholipides? Là encore, l'analyse de Laurent Arnaud publiée dans Autoimmunity Reviews et sur l'analyse individuelle des données des patients suggère un risque réduit de thrombose chez les patients traités par hydroxychloroquine, mais qui n'atteint pas la signification statistique sur l'échantillon considéré. Et pour valider cette indication, une étude internationale est actuellement
en cours. Elle a été débutée à New York et dans différents centres internationaux pour valider l'efficacité de l'hydroxychloroquine dans la prévention primaire des thromboses chez les patients porteurs d'antiphospholipides mais qui n'ont pas de maladie systémique associée. Alors, cette étude est actuellement suspendue, mais elle est susceptible d'être relancée, en particulier en Europe, et fera l'objet de discussions lors du prochain Forum européen des antiphospholipides dont je vais parler tout à l'heure. Donc si on se résume sur le plan de la prophylaxie primaire, il y a deux situations qui peuvent être assez fréquentes. La première, c'est un patient lupique qui n'a jamais présenté dans le passé de thrombose et chez lequel on détecte des antiphospholipides persistants qui font partie des critères de classification. Et dans ces cas-là, on peut proposer des mesures générales de prophylaxie des thromboses, bien entendu, la prévention, l'éviction des contraceptions avec des œstrogènes, le sevrage tabagique lorsqu'il y a un tabagisme, l'hydroxychloroquine dont on a dit que des éléments permettaient réellement de penser qu'elle permet de réduire la thrombose, mais qui est de toute façon indiquée également par son effet sur le lupus systémique, et puis l'aspirine qui fait partie des recommandations lupus en France actuellement. Le deuxième type de pathologie assez fréquente, c'est le SAPL obstétrical, des patientes qui ont un syndrome des antiphospholipides obstétricales mais qui n'ont pas encore thrombosé. Eh bien, une prévention primaire des thromboses par aspirine peut se discuter et cette population peut être candidate éventuellement à l'essai hydroxychloroquine. Et enfin, situation plus rare, le patient ou la patiente n'a pas de lupus, n'a pas d'antécédent de grossesse, mais on a découvert un anticorps antiphospholipide isolé et asymptomatique. Et là, la prophylaxie primaire par aspirine est en discussion et c'est la cible, donc cette population est également la cible de l'essai de prophylaxie primaire par hydroxychloroquine. Alors qu'en est-il maintenant de la prévention des récidives thrombotiques et qu'en est-il de la place des anticoagulants oraux directs? Donc toute la discussion actuellement tourne autour du traitement classique avec associé ou non à l'aspirine et anticoagulants oraux directs, sachant que l'approche classique, c'est des antivitamines K au long cours pour l'ensemble des patients et qu'une des perspectives d'avenir, c'est de savoir si on va pouvoir standardiser ce traitement pour tout le monde ou s'il va falloir, ou si on va pouvoir imaginer un traitement adapté aux patients. Alors jusqu'en 2008, la CCP était d'accord pour dire qu'en cas d'APS thrombotique, une anticoagulation en long cours était indiquée, ce qui est la pratique de la plupart des centres experts qui suivent des syndromes des antiphospholipides. Il faut noter que la CCP 2012 est revenue un petit peu en arrière parce qu'elle ne retient l'indication au long cours que pour les thromboses idiopathiques. C'est-à-dire que pour les 3/4 des patients qui ont un syndrome antiphospholipide avec des thromboses avec facteurs favorisants, ce traitement au long cours n'est plus envisagé par la CCP, alors qu'aujourd'hui, c'est tout de même la pratique des experts dans le monde antiphospholipide. Donc traitement anticoagulant en long cours, oui certainement, en tout cas pour un grand nombre de patients, et il n'est pas établi aujourd'hui chez quel patient on peut arrêter le traitement. Et le deuxième point qui a été longtemps controversé, c'est de savoir s'il fallait une cible d'INR conventionnelle ou une cible comprise entre 2 et 3. Et cette controverse, elle est actuellement terminée depuis que les études de Krauser, représentées ici, puis l'étude de Finazzi, ont montré que pour un patient qui avait un épisode thrombotique dans le cas d'un syndrome des antiphospholipides, en tout cas une thrombose veineuse, il n'y avait pas de bénéfice à mettre systématiquement un INR supérieur à 3 par rapport à un INR conventionnel pour la plupart des patients, aussi bien dans l'étude Krauser que dans l'étude Finazzi. Donc le schéma thérapeutique habituellement retenu, et en particulier dans les thromboses veineuses, c'est un traitement en long cours dès le premier épisode avec un INR conventionnel, et d'autres intensités d'INR ne sont envisagées qu'en cas de récidive ou d'échec de la stratégie thérapeutique. Alors qu'en est-il du traitement après une première thrombose artérielle? À vrai dire, ces thromboses artérielles, dans le cas du syndrome antiphospholipide, n'ont jamais réellement fait l'objet d'essais thérapeutiques. Donc la pratique est calquée sur ce qu'on fait pour les thromboses veineuses. Et la pratique de l'étude canadienne Krauser, donc, qui est publiée dans New England, que je vous ai montré tout à l'heure, c'est que la plupart des patients qui avaient eu des thromboses artérielles avaient un traitement par AVK
associé à l'aspirine, là encore pour une durée indéfinie. Alors c'est vrai qu'il est difficile parfois de parler de thrombose artérielle en général, et que ce traitement doit être adapté à la situation clinique. Pour un syndrome coronarien aigu ou pour un AVC ischémique, à la phase aiguë, évidemment, le traitement va être plus proche de ce qu'on fait pour un syndrome coronarien aigu, en particulier les bithérapies antiplaquettaires, et le traitement anticoagulant ne sera introduit que dans un deuxième temps. Et de même, pour un AVC ischémique, lorsque les antiphospholipides au départ ne sont pas connus, souvent les patients sont placés sous aspirine et auront un relais par les AVK dans un second temps. Qu'en est-il maintenant des nouveaux anticoagulants, des anticoagulants oraux directs? Depuis quelques semaines, quelques mois maintenant, nous avons les résultats publiés de l'étude RAPS qui apportent des éléments de réflexion dans le domaine. Rappelons que l'étude RAPS a étudié un certain nombre de patients qui ont un syndrome des antiphospholipides qui était traité par warfarine et que certains de ces patients ont été randomisés pour un traitement par rivaroxaban. Voici le flowchart de l'étude. Donc sur 949 patients évalués, une centaine de patients ont été randomisés et 57 patients avaient été randomisés dans le groupe rivaroxaban et 59 patients dans le groupe warfarine, dont 56 évaluables à la fin pour la warfarine et 54 pour le rivaroxaban. Alors, il est important d'expliquer que l'étude RAPS ne s'est pas basée sur un critère de jugement principal clinique, mais sur un critère de jugement principal biologique. L'objectif étant d'évaluer l'efficacité des deux traitements sur un test de génération de thrombine. Donc un test de génération de thrombine comme je vous en ai montré tout à l'heure, et nous allons revoir là les résultats des tests de génération de thrombine. Et les critères cliniques étaient des critères secondaires. Alors si on regarde le test de génération de thrombine des patients des deux groupes, donc les patients qui vont être randomisés dans le groupe rivaroxaban, mais alors qu'ils sont encore sous warfarine, et les patients qui vont rester sous warfarine, on voit que le potentiel endogène de thrombine, donc le critère de jugement principal, est à peu près équivalent entre les deux groupes. En tout cas, il n'y a pas de différence significative des deux groupes lorsqu'ils sont traités par warfarine. Donc nous avons ici en ordonnée le potentiel thrombinique et puis des groupes de traitement en abscisse avec le groupe rivaroxaban et le groupe warfarine. Et qu'observons-nous lorsque les patients sont traités par rivaroxaban? Eh bien, on observe une augmentation du potentiel endogène de thrombine, une augmentation importante de ce potentiel thrombinique de plus de 20%, c'est-à-dire supérieur à ce qui était espéré dans le critère de jugement principal par rapport aux patients qui restent sous warfarine. Et donc cette étude, si on considère le critère de jugement principal, est clairement négative, puisque pour ce critère de jugement biologique, rivaroxaban fait moins bien que la warfarine, c'est-à-dire que les patients ont un potentiel thrombinique plus élevé. Alors ce qui est important de préciser, c'est que dans cette étude, avec un recul qui est cependant relativement peu important, qui est de l'ordre de 6 mois pour les patients en moyenne, il n'y a pas eu d'événement thrombotique dans aucun des groupes, ni le groupe warfarine, ni le groupe rivaroxaban. Il n'y a pas eu non plus d'événement hémorragique significatif. Donc on ne peut pas conclure sur le plan clinique, mais sur le plan biologique, l'efficacité était supposée moins bonne. Alors voici le détail des tests de génération de thrombine. En fait, c'est le résumé des tests de génération de thrombine. Donc ici chez les patients, ici chez les témoins, et sur les courbes en dessous pour les patients. Donc on a ici la courbe de génération de thrombine médiane pour l'ensemble des patients, chez les patients qui sont sous warfarine, et on voit qu'elle a le même aspect qu'une courbe de génération de thrombine de témoins, simplement elle est retardée et bien plus faible dans son amplitude, donc il y a une diminution du potentiel thrombinique, ce qui est espéré. Lorsqu'on a un patient traité par rivaroxaban,
ce qu'on voit, c'est que le pic de génération de thrombine n'est pas plus élevé. Ce qui est élevé, c'est l'air sous la courbe qui est plus élevé que lorsque le patient est traité par warfarine. Donc on voit que l'anticoagulation qui est obtenue n'est pas du même type. Et quant à savoir si l'une ou l'autre est plus efficace, la seule façon d'investiguer ce point est de faire des études cliniques avec des points de jugement clinique. Alors il y a une étude de ce type qui est en cours et on va le voir tout de suite. Alors il y a une deuxième étude clinique pour laquelle on dispose de résultats préliminaires. C'est l'étude ASTRO-APS. Donc dans cette étude, on compare le traitement classique par warfarine chez les patients antérieurement traités par warfarine avec l'apixaban. Et cette étude a connu deux phases. Une première phase avec de l'apixaban à faible dose, 2,5 mg 2 fois par jour chez les patients randomisés. Et avec cette posologie, les investigateurs ont observé, après les premières randomisations, rapidement des événements thrombotiques artériels et ils ont dû modifier de façon substantielle leur protocole parce qu'il y avait eu un nombre important d'événements cliniques. Donc même si les résultats de l'étude aujourd'hui ne sont pas publiés, ils ont été rapportés à Chypre au congrès sur les anticorps antiphospholipides, on a déjà cette indication qu'avec l'apixaban 2,5 mg 2 fois par jour, on n'a probablement pas un traitement anticoagulant suffisant pour un patient qui a un syndrome des antiphospholipides, et en tout cas pas une efficacité comparable à la warfarine. Alors, la deuxième étude, rivaroxaban, est en cours actuellement. C'est l'étude TRAPS qui est dirigée par Vittorio Pengo. Et dans cette étude TRAPS, il y a un certain nombre de patients qui vont être inclus, mais ici, beaucoup plus de patients vont être inclus. Ici, le but est d'avoir des critères de jugement clinique. Donc, cette étude est en cours d'inclusion. Elle va comparer le rivaroxaban à 20 mg à la warfarine avec un INR compris entre 2 et 3 pour le SAPL thrombotique. Elle va inclure uniquement des patients triple positifs et plus de 250 patients par bras, ce qui permettra d'avoir des critères de jugement principaux en termes de thrombose incidente, de saignement majeur incident et de décès. Donc bien entendu, le recrutement est en cours et nous n'aurons pas les réponses de cette étude avant plusieurs années. Alors, est-ce qu'il y a d'autres traitements qui sont possibles? Tout d'abord, est-ce qu'il y a d'autres traitements anticoagulants oraux directs qui sont possibles? Et je n'ai pas parlé encore du dabigatran. Donc, pour ce qui concerne le dabigatran, il n'y a pas d'essai thérapeutique en cours actuellement. Par contre, il y a eu une sous-analyse récemment publiée par Goldaber des patients avec anticorps antiphospholipides inclus dans les études RECOVER, qui évaluait le traitement par dabigatran dans la maladie thromboembolique veineuse en général, et pour laquelle certains patients avec anticorps antiphospholipides ont été inclus. Et dans cette sous-étude, il n'a pas été montré de thrombose anormale chez les patients sous dabigatran comparé à la warfarine. Mais bien entendu, c'est une évaluation qui est indirecte dans le cadre d'un essai thérapeutique qui répond à la question de l'efficacité pour un autre groupe de patients, pour un groupe de patients, disons, plus large. Est-ce qu'il y a d'autres traitements que les traitements anticoagulants qui peuvent être proposés, notamment l'hydroxychloroquine pour les thromboses, ou des biothérapies? Le papier de Doruk Erkan sur le 14e congrès international avait fait un petit peu le point sur l'ensemble des traitements évalués aujourd'hui. Alors pour ce qui concerne l'hydroxychloroquine, un essai de prévention primaire est en cours, mais il est actuellement suspendu. C'est l'essai APS Action. Un essai d'adone hydroxychloroquine a obtenu un PHRC en France actuellement et est géré par Christina Belizna et s'intéresse donc à la prévention secondaire des thromboses.
Nous avons parlé donc de l'étude RAPS qui est terminée, de l'étude TRAPS qui est en cours. Pour ce qui concerne le rituximab, une seule étude a été réalisée et ses résultats sur une petite cohorte sont relativement peu démonstratifs. Il y a eu un essai avec un inhibiteur du complément qui est actuellement interrompu parce que les inclusions étaient trop lentes et d'autres traitements sont imaginés actuellement comme des candidats potentiels mais n'ont pas démarré leur développement clinique. Voilà, nous en arrivons à l'heure de la conclusion, donc sur différents points. Tout d'abord, la stratification du risque chez les patients qui ont des anticorps antiphospholipides et un syndrome des antiphospholipides. Cette stratification du risque, elle est indispensable et n'est aujourd'hui pas bien prise en compte dans les critères de classification de Sidney, à l'exception du critère biologique de triple positivité, mais qui n'était pas inclus dans Sidney, qui a été construit a posteriori, et qui n'est pas aujourd'hui intégré de façon formelle dans les critères. La deuxième chose qui est une perspective, c'est de pouvoir imaginer d'adapter le traitement à la situation clinique et aux manifestations des patients et d'entrer dans une démarche de médecine personnalisée. Donc ça suppose bien entendu de pouvoir stratifier le risque chez les patients. Et pour ça, nous avons besoin de nouveaux outils, à la fois pour le diagnostic et pour le pronostic. Et puis un deuxième point qui est important et qui n'est pas tranché, et je pense avoir insisté sur le point qui n'était pas tranché, c'est la place des anticoagulants et antiplaquettaires et surtout des nouveaux traitements anticoagulants oraux directs. Pour ce qui est de ces nouveaux anticoagulants oraux directs, bien sûr, dans la maladie thromboembolique veineuse en général, il n'y a plus guère de doute sur le fait qu'ils font aussi bien que le traitement AVK classique. Par contre, pour ce qui concerne le syndrome des antiphospholipides, l'étude RAPS ne permet certainement pas de conclure et certainement pas de dire que c'est un traitement qui peut être proposé de façon systématique en substitution aux AVK chez des patients qui ont des antiphospholipides. L'étude Astro-APS, dans sa première phase, nous permet de façon assez ferme de dire qu'une dose d'apixaban de 2,5 deux fois par jour n'est pas suffisante pour les patients qui ont un syndrome des antiphospholipides. Mais par contre, les messages positifs, nous ne les avons pas encore de façon ferme et nous ne savons pas encore dans quelle mesure traiter les patients qui ont des thromboses et des anticorps antiphospholipides par anticoagulant oraux direct. Alors, si on veut avoir une approche pragmatique des choses, il y a un certain nombre de patients que nous voyons en clinique et chez lesquels le diagnostic de syndrome des antiphospholipides est fait dans un deuxième temps, alors qu'ils sont déjà traités par anticoagulants oraux direct. Eh bien, dans ce type de situation, deux choses sont importantes. La première, vérifier que la recherche d'anticorps antiphospholipides est fiable et qu'on n'est pas face à un faux positif, par exemple, de lupus anticoagulant sous rivaroxaban ou sous apixaban, ce qui est décrit. Et la deuxième chose qui est importante, c'est de voir si le patient évolue de façon favorable sous le traitement qui lui a été donné et qu'il n'y a pas d'extension ou de récidive de la thrombose si le patient est sous anticoagulant oral direct. Donc nous avons terminé avec cet exposé. J'en profite pour vous signaler un certain nombre de points importants qui ont trait au syndrome des antiphospholipides. Le premier, c'est l'apparition imminente d'un iBook donc par Stéphane Zuilly et Doric Arcane, qui sera disponible en deux langues, en français et en anglais, et qui est pour les étudiants en médecine. Donc cet ouvrage sera en accès sur l'Apple Store, en accès gratuit dans les prochains jours, et donc c'est certainement un support important pour vos étudiants. C'est certainement un support important aussi pour faire des retours aux auteurs s'il y a des points qui vous paraissent peu clairs ou à compléter. Deuxième point qui est important, c'est que le 15e congrès international sur les antiphospholipides a eu lieu en septembre 2016 à Chypre et non pas à Istanbul comme c'était prévu initialement en raison des événements cliniques, à la suite de ce congrès, un livre de synthèse sur le syndrome des antiphospholipides, la recherche actuelle et les conséquences cliniques, sera publié sous la direction de Doric Arcane et Michael Lockshin début 2017, donc très bientôt.
Et enfin, et c'est une invitation, en 2017, au mois d'avril, nous organisons à Nancy le Forum européen sur les anticorps antiphospholipides, les 27 et 28 avril. Et bien entendu, vous êtes tous les bienvenus à cette réunion. Et je vous remercie de votre attention.